Salut les petites nuts, comme d'habitude, nouvelle petite vidéo avec mon ami Ben ici, qui a toujours, comme vous voyez, toujours plus de cheveux que moi. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on va parler chocolat, cacao. Putain, j'aurais jamais deviné. De quoi? Ah putain, j'aurais jamais deviné. Putain, je vais la faire. Ah putain, j'aurais jamais deviné. Bah ouais, c'est visuel en tout cas. C'est visuel. Donc aujourd'hui, on parle chocolat. Mais avant de commencer la vidéo, on va remercier Obi2802 qui s'est récemment abonné à notre chaîne YouTube. Alors un grand merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Ben, sur le chocolat, première question que je vais te poser. Ouais, vas-y. Donc l'ingrédient principal du chocolat, c'est le cacao. Ah ouais? Je pense qu'il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Alors le cacao, est-ce que ça vient forcément des quatre coins du monde ou est-ce qu'il y en a en France? Voilà, pour le commun des mortels, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Sachant que, avant de te laisser la parole, c'est la matière première principale du chocolat, du vrai chocolat. C'est la matière principale. Il y a tellement de choses à dire sur ces quelques interrogations. Alors déjà, je vais le prendre dans le désordre. Non, c'est pas forcément toujours la matière première du vrai chocolat. Alors, il y a vrai chocolat et vrai chocolat. Oui, c'est effectivement la matière première, mais pas comme on l'entend. Là, aujourd'hui, on va tester des chocolats avec plusieurs pourcentages en fait, de cacao à l'intérieur. Il y a de la pâte de cacao, il y a du beurre de cacao à l'intérieur, donc il faut déjà avoir ça en tête. Et ensuite, on va avoir des apports de sucre, on va avoir des apports de lait, parfois on va avoir aussi certains additifs, des arômes, notamment de la vanille, qui vont nous permettre d'enrichir la texture, la flaveur, l'odorat de ce chocolat. Donc oui, sur du vrai chocolat, par exemple du chocolat noir, normalement on a plus de pâte de cacao. Sur des chocolats au lait, par exemple, on va avoir plus de sucre et de lait que de cacao, mais ça ne veut pas dire que ce sont des faux chocolats, c'est juste qu'il faut... moi je suis un puriste, pour moi le vrai chocolat c'est minimum 70% de cacao. Ah ouais, et puis il y en a d'autres, ça va être du 80, 90, 99%, et là on commence à être sur des vraies personnes qui ont un palais un peu chaud et aguerri. Alors ensuite, maintenant, d'où vient le cacao? Alors le cacao vient aujourd'hui à 70, peut-être même 80% d'Afrique de l'Ouest, notamment Côte d'Ivoire et Ghana. C'est le berceau aujourd'hui de toute la production de cacao dans le monde. Et ensuite, on va en avoir un peu partout dans le monde. On va en avoir un peu en Asie du Sud-Est, on va en avoir aussi beaucoup en Amérique centrale et du Sud. Et toute cette origine différente va nous apporter une typicité différente d'arômes et de flaveurs. C'est un peu comme le vin, en fait, le cacao. Le cacao a un terroir, et en fonction de ce terroir, on va avoir une couleur, un organoleptique qui va être très différent. Et si on a un chocolatier, un maître chocolatier qui sait bien faire son travail, on va vraiment avoir des goûts très différents entre un 70% Pérou versus un 70% Équateur. On aura la même quantité de cacao, mais vraiment, on aura des goûts qui parfois sont vraiment très différents, plus fruités, plus boisés, ou parfois peut-être même un peu plus noisette, un peu plus fruits à coque. Voilà. Ok. Est-ce que finalement, alors c'est les goûts et les couleurs, mais est-ce que du chocolat Kinder, on peut vraiment dire que c'est du chocolat? En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la définition du chocolat. Pour moi, il y a deux types de chocolat. Il y a le vrai chocolat dont tu le disais, mais ça peut être aussi du chocolat de tablette qu'on achète en supermarché, qui est un chocolat qui est tracé avec une bonne qualité organo de cacao, et tu sens quelque chose de différent par tablette. Il y a une bonne qualité aussi sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a tout ce on en parlera plus tard, c'est la manière dont a été cultivé le cacaoyer, l'arbre à chocolat, versus ce qu'on appellerait plutôt des confiseries chocolatées. Donc ça va être par exemple du Kinder. Donc c'est là où on va avoir peu de cacao, 20, 30, peut-être 40%, mais c'est surtout beaucoup de sucre, du sucre raffiné en plus, beaucoup de lait, beaucoup d'arômes en fait, parce que le cacao utilisé n'est pas de très grande qualité. Et donc du coup, il faut avoir des artifices pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui se tienne et qui soit pas trop mauvais. Quand tu prends du Kinder... D'ailleurs, sur la liste des ingrédients sur le site du produit, c'est une liste d'ingrédients à rallonge. Et puis en plus de ça, rarement tu vas avoir le cacao avant la 3 ou 4e position. Donc dans la liste des ingrédients, pour celles et ceux qui ne le savent pas, la liste des ingrédients, donc les ingrédients sont rangés dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire que le premier ingrédient sur la liste d'ingrédients, c'est celui qui est en plus grande quantité. Pour énormément de ces confiseries chocolatées ou ou même pas mal de tablettes, le premier ingrédient, c'est du sucre. C'est-à-dire que tu achètes une tablette de chocolat, tu dis j'ai plus de cacao normalement. Non, en fait, tu as du sucre. Ou ensuite, tu vas avoir du lait, et ensuite, tu vas avoir potentiellement du beurre de cacao avant la pâte de cacao. Le beurre de cacao, c'est la graisse de cacao, ce qui est très intéressant aussi. Mais ce qui va donner la typicité et le goût, en général aussi, ça va être la pâte. Alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas la dégustation? Attaquons la dégustation. Tu veux tester quoi d'abord? Allez, Ah ouais. Ok.
trouve que ça prend bien. Il y a un petit goût crémeux, j'aime bien. Ouais, et en fait, tu sens 3 phases différentes. Là, je pense que c'est du chocolat au moins 80%. Bah, Au moins 80% cacao, parce que c'est quand même assez fort. Enfin, on voit que les saveurs, en fait, on voit la puissance en bouche. C'est-à-dire qu'au début, il y a ce côté un peu crémeux, et les saveurs vont se libérer en bouche pour, au final, atteindre une espèce de pic où on sent vraiment la teneur en cacao. C'est beau ce que je dis quand même. Ouais, t'es un poète du chocolat, toi, en fait. Et là, du coup, on voit que... Enfin, après, moi, j'aime bien le chocolat noir assez fort, mais on voit qu'on est sur un chocolat, je pense, qui est... alors, je sais pas lequel c'est, mais voilà, sans mettre trop ma main à couper, on est au moins sur du 80%. Là. Moi, j'ai l'impression d'avoir 3 phases. Une première phase où on sent pas trop le chocolat, on sent plutôt d'autres petits arômes. Comme tu le dis, deuxième phase, un peu climax, où on sent... Là, c'est arôme déployé. Et à la fin, il y a un petit côté peut-être arôme presque pas fruit des bois, mais voilà, il y a quelque chose en bouche qui reste, qui est vraiment très intéressant, un petit arrière-goût, mais très positif. Okay. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Un petit défi, 15 secondes pour les jeunes padawans qui nous écoutent. Résume-moi les principales étapes de la fabrication d'une tablette de chocolat. Ok, attention, 3, 2, 1, chrono. Alors, tout commence dans les... T'as plus le temps. T'as plus le temps. Tout commence dans les plantations de cacaoyers où, à maturité, on va récupérer les cabosses. Donc, c'est finalement les très, très, très grosses cosses où on va avoir multicolores qui sont sur le tronc, à même le tronc en fait du cacaoyer, qui vont être extraites. On va les couper à la machette et on va extraire à l'intérieur les graines qui sont dans une sorte de mucilage, ça s'appelle. C'est une sorte de presque de glaire blanche. Et c'est pas très ragoûtant comme ça. J'ai une image en tête. Et c'est ces graines-là qui vont être finalement ta future tablette. Ces graines sont ensuite fermentées dans des grandes caisses en bois avec, en général, ça peut être des feuilles de bananier ou autre. Une fois qu'elles sont fermentées, ça va permettre de libérer les arômes. Ça peut être 2, 3, 4 jours, ça peut être aussi quelques semaines. Ça va être ensuite mis sur des grandes tables en exposition plein soleil pour sécher maintenant. Ça peut être aussi mis dans des séchoirs pour aller un peu plus vite. Et une fois que c'est séché, ça c'est plutôt fait dans les pays producteurs de cacao, c'est envoyé dans les pays transformateurs, en général c'est plutôt des pays tempérés, donc par exemple en France, où là on va avoir une étape de torréfaction, donc on va cuire trivialement la graine, ça va finir de libérer les arômes, elle va être broyée, ça va être conché, c'est une étape de conchage, qui va nous permettre d'avoir cette liqueur de cacao, il n'y a pas d'alcool du tout, hein. C'est le mot justement pour avoir cette sorte de pré-pâte de cacao, où il y a le gras et le maigre. On sépare la pâte de cacao du beurre de cacao, et ensuite on va les réincorporer en fonction de ce qu'on veut faire. Tantôt des confiseries, ça peut être des tablettes de chocolat, ou ça peut être même de la poudre de cacao qu'on va remettre. Donc une matière première peut servir à faire tout un tas de produits différents. C'est énorme en fait tout ce qu'on a. On peut à la fois faire, ça va du chocolat le plus noble qu'on va avoir dans les meilleurs pâtissiers, chez les meilleurs pâtissiers du monde ou les meilleurs chocolatiers du monde, jusqu'à des produits qui sont à très faible valeur ajoutée, comme le Nesquik. Ok. Allez, celui-là, ça part. Alors, celui-là, je le trouve un peu plus... je le trouve vraiment plus fade. Autant l'autre, il y avait une richesse un peu aromatique où j'avais l'impression d'avancer en fait dans un chemin où je voyais et je sentais d'autres arômes au fur et à mesure. Ah là, c'est bête, j'ai l'impression d'être chez mamie sur un divan avec de la poussière un peu partout. Je trouve que c'est pas bon. J'ai l'impression vraiment d'être chez le chocolat de chez mamie qui est resté là sur l'assiette depuis 2 mois et qui a pas bougé, tu vois. Ouais, alors je suis pas trop... Enfin, moi, j'ai ce côté un petit peu crémeux, moins que le premier, mais il y a un petit côté crémeux. Je trouve on sent quand même le cacao, mais il y a un côté un peu plus rance. Tu vois, ah ouais, c'est ce côté rance, ouais. Un peu plus... on a l'impression que la tablette, elle est restée ouverte un petit peu. Elle est restée ouverte. Alors que mais il est pas, on peut pas dire qu'il est dégueu non plus. Non, il est pas dégueu, mais par rapport au premier, je suis un peu déçu. Oui. Il est pas dégueu, mais il est quand même un peu du rail. Après, c'est pas un chocolat inférieur à 70% non plus. Je pense qu'il est assez élevé aussi. Alors, du coup, quand j'ai fait mes petites courses, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, des tablettes de chocolat de marques assez connues, par exemple du 80%, que tu vas pouvoir trouver chez Lindt ou chez d'autres marques, Étiquable, etc., si on est sur des versions biologiques, éthiques, etc. Mais aussi, on est sur du 80% de marques distributeurs aussi. Ouais. Par exemple, Auchan, Carrefour, etc. Donc, est-ce qu'il y a une réelle différence, si on s'en tient stricto sensu à la composition des étiquettes, donc avec les ingrédients, sur une marque distributeur versus une marque pas distributeur un peu plus connue ou une version biologique? Sur la partie, à partir du moment où tu as un pourcentage qui est mis,
ils peuvent pas tricher. Parce que légalement, ils sont obligés de te mettre 80% de cacao. Après, ils peuvent juste un chouï tricher en disant est-ce que c'est plutôt 80% de pâte de cacao ou de beurre de cacao, ce qui est un petit peu différent. Le beurre coûte un peu moins cher que la pâte. La pâte a une vraie typicité, c'est ça qui donne vraiment ton arôme. C'est aussi pour ça que c'est un peu le plus cher. Donc, on peut jouer un peu là-dessus. Ce qui peut changer ta cité étiquable, par exemple, ou même chez d'autres chocolatiers qui ont, je l'ai dit, l'aspect terroir, parce que vraiment le cacao, c'est encore une fois comme du vin, il y a vraiment ce côté terroir. Étiquable, tu vas avoir par exemple X% Pérou, X% Nicaragua, etc., etc. Et même à pourcentage égal, tu auras des chocolats qui seront très différents au niveau du goût. Ouais. Tu auras l'impression peut-être que ce sont des chocolats très différents avec des pourcentages totalement différents, alors qu'on va être sur 70 ou 80% de la même manière. Ça, c'est d'un cacao qui vient d'un seul pays, voire d'une même région, voire d'une même association de producteurs, versus du Lindt, du Nestlé ou d'autres très grandes marques qui aujourd'hui, même à 70 ou 80%, elles peuvent pas avoir cette typicité. Pourquoi ? Parce que c'est du mélange en fait de cacao et donc le chocolat sera toujours le même. Il n'y a pas un Pérou, un Nicaragua, quelque chose, c'est 80%, 70%, c'est deux recettes, c'est très différent. Et en fait, c'est juste l'incorporation de cacao qui est différente. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Si tu veux un chocolat qui est toujours le même goût, pour pâtisser par exemple, bon bah voilà, t'as ta réponse, tu peux aller vers des grandes marques. Pour un chocolat de dégustation, bah moi je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir changer et d'avoir cette notion de terroir et surtout de sélection de la fève de cacao. Alors, par contre, on est sur le terroir à l'échelle planétaire, du coup, forte empreinte carbone, etc. Donc, on est d'accord qu'on est sur un produit de luxe. On est sur un produit de luxe. Alors, forte empreinte carbone pour deux raisons. La première, c'est la déforestation. Aujourd'hui, le cacao est l'une des matières premières les plus à risque de déforestation. Pour information, je l'ai dit, 70% du cacao dans le monde vient aujourd'hui d'Afrique de l'Ouest. Et 90% des aires protégées d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, ont été déforestées au profit notamment de la culture de cacao. Il y a d'autres cultures, mais le cacao fait partie des plus grosses cultures aujourd'hui qui sont justement à risque de déforestation. Et il y a aussi une autre problématique, c'est la manière dont on va le cultiver, c'est la culture de cacaoyer en plein soleil. Et ça, c'est pareil, c'est une culture, en fait, on va mettre énormément d'engrais, ça va être compliqué, versus l'agroforesterie où l'empreinte carbone sera moindre. Okay. Donc, oui, faut faire attention à ça. Aller vers des cacaos qui sont biologiques permet de diminuer cette empreinte carbone. En revanche, ça vient de loin. C'est fortement émetteur de gaz à effet de serre intrinsèquement par rapport à l'activité agricole de la matière. Donc, le chocolat est un produit, justement, qu'il faut manger avec parcimonie. Et dans tous les cas, c'est un produit qui est très riche d'un point de vue nutritionnel, en gras et aussi un peu en sucre. Donc, c'est pas forcément trop mal non plus d'en manger avec parcimonie. Et c'est donc du coup en termes de rythme, c'est plutôt une fois par semaine ou une fois par mois ? Bah en fait, moi je pourrais dire un petit carreau tous les jours. Un petit carreau tous les jours, aucun souci. À partir du moment où c'est un carré déjà qui est gustativement intéressant et surtout derrière où tu sais vraiment un carré et c'est pas une tablette. On passe à celui-là ? Allez. Là déjà c'est plus le même style. Tout à l'heure c'était assez fin, là on est plus sur quelque chose de plus dense. Là le côté crémeux tu l'as. Hein. Ouais, mais du coup je trouve qu'il y a beaucoup moins d'arômes. Ah bah très lisse. Alors le deuxième était un peu rance. Là, je le trouve pas rance, mais beaucoup plus... Ouais, lisse, c'est-à-dire qu'au niveau... Ça s'estompe assez vite voilà, dans le goût. Ça dégage rien de particulier encéphalogramme de batracien, quoi. Le premier qu'on a goûté, pour moi, c'était le premier. Enfin, c'est celui que j'ai adoré. Ouais. Celui qu'on vient de goûter, pour moi, ce serait peut-être le deuxième, presque. Je trouve que... Peut-être la forme aussi fait que je trouve ça plus sympa de croquer dans un bout. Le deuxième qu'on a goûté, j'ai trouvé un peu rance et j'ai pas trop aimé. Oui, il y a le côté rance. Après, il m'a pas... Mais j'aime mieux celui-là, le troisième, que le deuxième. Bah voilà, moi aussi. Donc ça fait 1, 3, 2, quoi. On parle beaucoup de réchauffement climatique. On parle aussi beaucoup de... j'avais vu ça dans, je crois, je sais plus quel article. C'est un complot, le réchauffement climatique. Oui. Sur la pénurie avancée de chocolat, notamment à partir des années à peu près 2050. Ouais. Est-ce que finalement, donc on sait, tu nous l'as dit, le chocolat, c'est un produit de luxe. Pourquoi il pourrait y avoir potentiellement une pénurie ? Et je mets ça en parallèle aussi avec certains nutritionnistes, diététiciens qui disent souvent, notamment aux périodes de Noël, oui, mais vous pouvez consommer des calendriers de l'Avent, c'est pas grave, c'est qu'une fois dans l'année. Mais des fois, les mecs, ils oublient de dire aussi, c'est qu'une fois dans l'année, mais fois des millions et des millions et des millions de calendriers d'avant. Alors que on pourrait, comme tu l'as dit, plutôt consommer du chocolat façonné par son artisan chocolatier français. Alors certes, la matière première vient de loin, mais pour autant, elle est confectionnée, transformée en France, et ensuite, elle est vendue en France. Et en plus, on fait travailler
du coup un artisan français, mais quitte à avoir du coup un chocolat de qualité, mais effectivement on va en consommer alors avec parcimonie, c'est-à-dire beaucoup, en termes de fréquence, ça sera peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, etc. Mais on sera pas dans une consommation démesurée sur un chocolat pas du tout de qualité, par rapport à Noël, comme je disais, etc. Donc est-ce que ça, finalement, c'est important à prendre en compte? Et encore une fois, dans le tout global qui est que peut-être qu'en 2050, il n'y aura plus assez de chocolat par rapport à la demande mondiale. Pour moi, il y a deux choses de ce que tu as dit. Pour moi, la plus grosse connerie des nutritionnistes, c'est de dire « T'inquiète pas, le calendrier, c'est une fois dans l'année ». Parce qu'en fait, c'est une fois dans l'année le calendrier de l'Avent. Ok, mais ça va être une fois dans l'année Pâques. Ça va être une fois dans l'année le mariage de ta cousine, etc., et ton anniversaire et tout. En fait, en faisant ça, tu dis que c'est ok que tous les mois, tu te fasses une orgie de quelque chose. Donc autant manger un carré de vrai chocolat tous les jours et de se faire plaisir et de retrouver le bon goût. Les calendriers de l'Avent, aujourd'hui, sauf les marques qui sont des marques très vertueuses, c'est quand même un chocolat de très faible qualité. Mine de rien, ça coûte quand même très cher, donc t'as l'impression que c'est vraiment pas très cher. En plus, t'as Lilo et Stitch, t'as Diddle, t'as Oui Oui, t'as machin, ça attire les enfants. Mais on habitue les enfants à beaucoup de sucre, à un goût qui est vraiment pas celui du chocolat. C'est vraiment aider personne, et encore moins les producteurs derrière, d'acheter ces merdes. La pénurie de chocolat, oui, peut-être qu'elle pourra venir, c'est une réalité. Est-ce que ça viendra en 2050 ? En fait, aujourd'hui, on sait pas trop. On sait juste qu'aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique qui fait, en tout cas les contraintes climatiques qui sont très dures pour les producteurs et les productions de cacaoyers, notamment c'est gourmand en eau. C'est gourmand en eau, mais après, c'est aussi sous les tropiques où il pleut beaucoup, donc il n'y a pas forcément tout le temps d'irrigation. Le vrai sujet, c'est que le cacaoyer, c'est un peu une diva comme arbre. C'est-à-dire que ça a besoin de chaleur, mais pas trop. Ça a besoin d'eau, mais pas trop non plus. Donc ça a besoin en fait un peu d'ombre. Donc ça doit être dans des endroits ombragés, avec peut-être aussi des arbres qui sont plus grands que lui. Et en l'eau, s'il pleut trop, en fait, la quantité de cacao va diminuer. Donc aujourd'hui, en 2023 en tout cas, il y a une un 30% ou 40% en fait en moins de production ont été faites. Depuis ce moment-là, donc depuis début 2024, on constate quand même une très forte augmentation du prix du cacao sur les cours mondiaux, prix qui a jamais vraiment diminué depuis. Et en fait, il y a une forte demande. On mange de plus en plus de chocolat. Il y en a, comme tu le disais tout à l'heure, dans de plus en plus de produits. Et il y a aussi des pays émergents sur ces marchés-là qui n'étaient pas des consommateurs avant, qui en sont aujourd'hui. Certains pays asiatiques, Amérique latine également, peut-être même certains pays d'Afrique, qui avant étaient peut-être des pays producteurs, qui deviennent des pays consommateurs, voire fortement consommateurs. Donc avec la même quantité de cacaoyers dans le monde, on doit arriver aussi à servir tout le monde. Donc peut-être demain, la pénurie ne viendra pas du nombre de cacaoyers qu'on plante ou pas, mais peut-être aussi du fait que le prix pour acheter son cacao sera tellement cher que finalement, plus grand monde achètera du chocolat. Ok. Allez, tu préfères le au lait ou le dernier noir ? Le au lait. Le au lait. Olé. Merci. Ah, ça sent le sucre. Ouah, putain, passer du noir à celui-là, je savais que je voulais pas manger ça. Ouais, il est... Mais c'est pas du chocolat pour moi. J'ai l'impression de manger du Kinder. J'ai l'impression de manger du Kinder. Malheureusement, j'ai vu le nom de la marque sur le petit carré. On le taira. On le taira là. Déjà, on mange toi et moi pas très sucré, donc là, le shot de sucre d'un coup, là, on est en hyperglycémie tout de suite, là. Là, j'ai un diabète de type 2, c'est bon. Mortel. Et adieu. Allez, au revoir. Non, blague à part, j'ai l'impression de bouffer du sucre. Je sens absolument pas le côté cacao. Encore une fois, le premier m'a donné une bonne impression. C'est peut-être dommage d'avoir. Puis il colle, je trouve. En fait, il est gras et sucré, donc en fait, t'as l'impression d'avoir du caramel collé sur les doigts. Voilà, moi, je suis pas très fan. Je suis pas très fan de ça. Déjà parce que le lait, moi, j'adore le chocolat au lait, et celui-là, je trouve vraiment pas très bon. Alors, j'ai une question sur les marques qui sont plus éthiques, agriculture biologique, etc. Si on veut s'assurer qu'il y ait une juste... c'est des islamo-gauchistes. C'est des islamo-gauchistes. Il y a une juste rémunération du producteur. Est-ce que c'est intéressant d'aller sur des marques de type, effectivement, éthiquable, Alter Eco, etc. Moi, je pense que les producteurs, ils ont choisi leur métier, hein, donc ils veulent... je vois pas pourquoi je paierais plus. D'accord. Et est-ce que, aussi, parce que ça m'arrive des fois d'aller, par exemple, dans les anciennes Lidl, ils font du chocolat, je sais plus la marque, c'est je sais plus quoi, mais il y a le label Fairtrade derrière. Est-ce que ça, c'est un gage de qualité versus... Enfin, en gros, ma question, c'est est-ce que il vaut mieux prendre du éthiquable bio ou du Fairtrade,
ou est-ce que le conventionnel, ça suffit même s'il n'est pas labellisé? Voilà, quel est le gage de qualité derrière? En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le chocolat et sur le cacao, tu vas avoir plein de typologies de certifications, de labels. Déjà, des certifications qui sont des certifications gouvernementales. Par exemple, le bio, c'est quelque chose de réglementaire. Donc, en fait, c'est quelque chose de public. Ensuite, tu vas avoir des certifications qui peuvent être un peu privées, comme le Fairtrade. Ça, c'est un tiers. Ou le SPP, c'est le syndrome paysan-producteur. Ça, c'est un tiers certificateur. Et ensuite, tu vas avoir des labels internes. Ce sont des entreprises elles-mêmes qui mettent en place un label en interne et qui sont comme par exemple C'est Moi, qui fait transparence, transparence, ou d'autres marques qui peuvent se dire nous, on a notre propre centre et unité en fait de labellisation en interne. Ça peut être d'autres personnes qui viennent auditer la conformité de ça et la performance, mais quand bien même celles qui l'ont créé avec leurs propres indicateurs et leurs propres critères, et du coup donc, c'est pas forcément objectif. C'est pas forcément objectif. On peut s'interroger si, en tout cas, elles font tout en interne. S'il y a un tiers certificateur qui arrive, ça peut être intéressant. Donc déjà, il y a un méli-mélo de plein de trucs différents. Le bio, c'est intéressant, pas forcément au niveau du goût, mais au niveau de l'impact environnemental. Ça permet d'éviter l'utilisation de pesticides de synthèse, d'engrais aussi de synthèse qui sont très gourmands en énergie et qui participent justement à cette empreinte environnementale très forte. Et ça permet de limiter la déforestation. L'équitable, à côté, donc il y a le Fairtrade et le symbole paysan-producteur, par exemple, qui sont deux très gros trucs. Le Fairtrade classique, c'est intéressant parce que forcément, bah oui, tu vas donner un peu plus d'argent aux producteurs. Et aujourd'hui, bah en fait, sur une tablette, il gagne pas grand-chose, le producteur. Sur une tablette de chocolat, il gagne l'équivalent d'un carreau. C'est entre 5 et 7% qu'il va gagner sur une tablette. Alors que c'est lui qui fournit la matière première. C'est lui qui fournit la vraie matière première. Mais il y a le transformateur, donc c'est celui qui va le torréfier, etc., qui va en prendre 10 à 20%. Le marketing également. Et le distributeur peut en prendre jusqu'à 30%. Donc, grosso modo, la GMS, Leclerc, etc., c'est eux qui prennent la plus grosse part ou une des plus grosses parts du gâteau. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont la force de frappe et qui te disent, bah, en fait, à la fin de la journée... La force de distribution. Bah ouais, si tu veux le distribuer, si tu veux vendre ton produit, bah, tu es obligé de passer par moi et bah, je prends. On aurait peut-être mieux, du coup, aller sur Internet et acheter directement en coopérative. Par exemple, ou alors, sinon, avec d'autres réseaux de distribution, pour les pros, ça peut être aussi intéressant. Il y a de plus en plus de marques qui le font. Et le fait d'aller sur le commerce équitable te permet de se dire, bah, peut-être que je paye un peu plus cher, mais au moins je sais que mon argent va un peu plus. Et il y a commerce équitable et commerce équitable. Le commerce équitable Fairtrade, par exemple, bah, dans ce que tu vas acheter, c'est pas que du cacao commerce équitable, ça s'appelle du mass balance, c'est-à-dire que une partie le sera, mais une partie le sera pas non plus. C'est du méli-mélo de tout ça, donc oui, t'en auras un petit peu, mais c'est pas à hauteur de 100%. Parce que c'est un agrégat de plusieurs... C'est un agrégat de plusieurs et bah Comme le miel. Exactement. À l'inverse, c'est un bol paysan-producteur. Là, c'est plutôt des vraies coopératives qui se mettent en place et c'est en général, à défaut d'être 100% peut-être durable, il y a des vrais sujets, il y a des vrais indicateurs et surtout il y a une vraie performance sociale derrière et quand tu mets ton argent là-dedans, bah, ça va plus au producteur. Donc sur le chocolat, on est d'accord qu'on est capable en tout cas de tracer jusqu'à la parcelle pratiquement. On est capable de le tracer jusqu'à la parcelle chez certains, chez d'autres, bah, en fait, quand tu me demandais justement quand tu me faisais le dessin de d'où ça venait, comment c'était, les étapes de transformation, c'est pas aussi linéaire dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu vas avoir des traders qui vont acheter de la matière quelque part, qui vont la revendre à un autre trader qui va en reprendre, etc. Et en fait, ça peut faire des boucles, pas infinies, mais ça peut faire 2, 3, 4, 5 boucles. Et tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas vraiment comment c'est fait, et tu perds toute traçabilité. Et donc, à la fin de la journée, la qualité de ton cacao, pas forcément organoleptique, mais la qualité réelle d'où ça vient, comment c'est fait, à part dire que ça vient de Côte d'Ivoire, bah t'en sais pas plus. Dernier ? Allez. Ouah, lui, il est... Non, j'aime pas. C'est fade, je trouve. En fait, c'est... Sucré et fade. J'ai l'impression que c'est comme une boisson avec des arômes. Là, j'ai l'impression que c'est un carré arôme chocolat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En plus, ça colle aux dents. Ouais. Ah. Et c'est super sucré. Ah, j'aime pas du tout. C'est moins sucré que l'autre d'avant, là, au chocolat. Mais c'est sucré quand même. Pourtant, c'est du chocolat noir. Bon, alors, du coup... Donc le premier, c'était le premier qu'on a mangé. Moi, qui était assez crémeux avec beaucoup d'arômes forts, etc. En dernier, je mettrais le chocolat au lait, que j'ai vraiment pas aimé. En avant-dernier, je mettrais celui qu'on vient de goûter. Exact. Qui était pas top non plus. Et ensuite, bah, le gros carré. Tu vois, le gros carré, moi, je le mettrais en deuxième. Ouais. Et le plus plat, je le mettrais en troisième, au milieu. Mais pour moi, c'est kiff-kiff. C'est juste qu'ils sont encéphalogramme de grenouille. Voilà, c'est ni bon ni mauvais. Voilà. C'est fade, bon, il n'y a pas de... Pas forcément d'arôme, mais on est assez d'accord.
Le reveal. Aujourd'hui, donc on a celui qu'on a bien aimé, voire peut-être même adoré, c'est l'Etikable ici. Le deuxième, c'était le Nestlé Dessert 80%. Ouais. Le troisième, c'était le Lindt qui était à 85%. Ouais. Le marque cinquième, c'était le marque Auchan. distributeur Auchan, voilà, un noir classique. Et le dernier, c'était le Milka, mais on avait vu écrit Milka, et puis on reconnaît un peu le. Puis de toute façon, tu vois au goût. Voilà. Ça me choque pas trop d'avoir ça. Le Etikable est vraiment une typicité, un arôme intéressant avec un côté terroir que j'aime beaucoup. Les deux ici, pour moi, se valent. Ouais. Celui-là, écoute, c'est après, ok, préciser mais que celui-là, c'est du Nestlé Dessert quand même. qui est censé être un peu plus aromatique, Ouais. mais 80%, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence de pourcentage entre les deux. Ouais. Et celui-là, t'as presque pas l'impression que ce soit un chocolat Et noir. il est pas sucré celui-là. Non, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et peut-être en termes de prix, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le prix, parce qu'on peut se dire que celui-là est vraiment trop cher par rapport à celui-là, etc. Il vaut mieux aller vers du marque distributeur. Ouais. C'est pas forcément toujours le cas. Le Etikable est à 30 € le kilo, avec 70% de cacao, ce qui en fait à 43 € le kilo de cacao. Le Milka, ici, est à 15 € le kilo, donc on peut se dire 30 €, 15 €, putain, celui-là, en fait, le Milka est deux fois moins cher, ouais. Mais il a que 33% de cacao. Ouais. Et donc, ça fait globalement 45 € le kilo de cacao. Donc, celui-là coûte plus cher en cacao que celui-là. Et le reste, c'est quoi? C'est du sucre et du lait. Et le sucre, ça coûte rien du tout. Et le lait, pour ces grandes boîtes-là, ça coûte pas non plus grand-chose. Le Auchan, aujourd'hui, est à 16 € le kilo avec presque 50% de cacao, ce qui en fait à 34 € le kilo de cacao, ce qui est quand même plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moins que les deux autres. Et le Nestlé et le Lindt sont globalement aux alentours de 25 € le kilo pour les deux. Ouais. Et en termes de prix au kilo, on est à peu près à 30 € le kilo de cacao. Donc effectivement, en termes de kilo de cacao, ils sont pas si chers que ça, mais en termes d'arômes et d'organoleptiques, pas fou. Et peut-être derrière, on peut se poser la question de comment ils gèrent aussi les parcelles et comment ils gèrent également les producteurs. Etikable, eux, ils ont une vraie charte qualité. En tout cas, c'est ce sur quoi ils communiquent. En plus, ils font du bio et de l'équitable. Clairement, on fait pas de pub pour une marque et on démonte pas une autre marque. L'objectif, c'est de montrer très objectivement ce qui est fait. Eux, ils communiquent très sur l'intégralité de leur filière. Milka, typiquement, qui est possédé par le grand groupe Mondelez, sur le baromètre du cacao, qui est un très gros, c'est le scorecard, le Cacao Scorecard. Ouais. C'est une très très grosse, un très gros baromètre, tous les ans, qui est publié depuis 5-6 ans, par des ONG, des universitaires. Mondelez n'a jamais voulu communiquer sur la transparence de ses filières, soit parce qu'il ne les connaît pas, soit parce qu'il s'en fout complètement et qu'il n'a pas du tout envie de communiquer dessus. Donc ça, c'est un peu dommage. À l'inverse, on va avoir, on pourrait se dire que Auchan, c'est de la merde et tout. Auchan, aujourd'hui, c'est moi qui fait leur chocolat. Ouais. En marque distributeur. Et en fait, c'est moi a une politique interne qui s'appelle transparence et qui est vraiment pas mal. Et dans la scorecard, justement, ils ont un score de 84% dans cette scorecard de cacao, ce qui est vraiment, vraiment élevé. Sur la transparence. Sur la transparence et les pratiques agricoles durables. Lindt, mine de rien, est moins bon que Nestlé sur cette partie transparence des pratiques. Ils ont un score plus bas que Nestlé. Effectivement, il pourrait être un peu meilleur sur les problèmes de la juste rémunération des producteurs versus Nestlé, où il y a encore des problématiques sur la déforestation, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui ont été faites récemment. Les deux meilleurs d'un point de vue environnement et social, ce serait Auchan, en tout cas c'est moi, et Etikable. Les autres sont quand même bien derrière. Ok. J'ai peut-être une dernière question avant de clôturer cette vidéo. Tu as récemment entendu parler de l'étude là de Que Choisir. Ouais. On a beaucoup parlé du cadmium. Donc une substance un minéral, ouais. Minéral naturel d'ailleurs, controversé parce que un métal lourd d'ailleurs. Un métal lourd qu'on retrouverait dans le chocolat et presque plus dans les chocolats bio, notamment Etikable, enfin de ces marques-là ou Alter Eco, Co, versus des chocolats conventionnels. Alors la question c'est est-ce que c'est un vrai sujet lié exclusivement au chocolat, ou est-ce qu'on le retrouve finalement, vu que c'est un métal lourd naturel, que dans le chocolat, ou est-ce qu'on le retrouve ailleurs, et est-ce que finalement il y a une traçabilité des mesures qui sont faites sur ce genre de dispositif? Alors en fait, le cadmium, tu le retrouves dans énormément de produits aujourd'hui du quotidien. Tu as parlé d'études. Je trouve que c'est un joli mot pour finalement des articles qui sont un peu faits au doigt mouillé par des gens qui s'y connaissent pas vraiment. Ah ouais, ouais, tu dis pas ça au doigt mouillé? Ah non, là, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose assez à charge, sans aucun élément de preuve. Et puis en plus, c'est vraiment
je pense, des personnes qui n'y connaissent absolument rien à la filière cacao qui est assez complexe. Aujourd'hui, effectivement, tu as du cadmium et des résidus de cadmium qui peuvent se retrouver dans le cacao, mais tu as beaucoup plus de cadmium dans les céréales. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus en céréales quand on fait des analyses de contaminants. C'est-à-dire que si je mange du pain, j'ai plus de cadmium que 10 à 20, voire peut-être 30 fois plus de cadmium dans du pain que dans du chocolat. Alors pourquoi ils n'ont pas pointé le pain? Parce que, en fait, pourquoi ils n'ont pas pointé Banette? Parce que c'était plus vendeur de taper sur le cacao et le chocolat plutôt que sur du pain, déjà. Et après, derrière, je sais pas qui, on peut se poser la question, sans être complotiste, qui a financé UFC pour taper sur des petites marques bio. Ok. Ensuite, pourquoi on retrouve dans des marques bio qui font des petites séries, des petits batchs versus les gros. Ouais. Les gros, genre Nestlé, Lindt, etc., encore une fois, c'est des mélanges de cacao qui viennent de partout dans le monde. Sur du Etikab ou d'autres, en fait, c'est des plus petits batchs qui peuvent venir partout dans le monde ou sinon qui viennent d'un seul pays. Ouais. Et en fait, d'un batch à l'autre, tu vas avoir peut-être des taux de cadmium qui sont un peu plus forts, mais ça vient d'un seul et même endroit. C'est par rapport aussi de géographique. Exactement. Ouais. Donc peut-être que tu vas avoir effectivement en Amérique latine un peu plus de cadmium qu'en Côte d'Ivoire. Pour la même marque, par exemple, le chocolat de Madagascar, il sera différent en termes de teneur que celui du Pérou. Exactement. Okay. Voilà. Et le Nestlé, en fait, il faut aussi voir sur ce que là ils ont pris sur quelques chocolats. Ouais. Encore une fois, je suis pas là pour défendre ou attaquer une autre marque. C'est de manière très scientifique. Tu prends 3 chocolats sur 3 années, enfin la même marque, 3 tablettes de chocolat sur 3 mois différents dans l'année, tu vas avoir des taux de cadmium qui sont totalement différents. Donc cette étude serait intéressante, mais sur 3 ans ou plus, et pour voir vraiment arriver à monitorer la quantité de cadmium tout le long. Aujourd'hui, manger... Et en plus, c'est réglementaire. Aujourd'hui, c'est réglementaire, bien sûr. Oui. Donc ça veut dire que même s'il y a du cadmium, de toute façon, les chocolats qui sont pointés du doigt respectent les seuils réglementaires. Respectent les seuils réglementaires. Encore une fois, si tu prends 1 ou un demi-carré de chocolat par jour, c'est pas avec la quantité potentielle de cadmium que tu auras à l'intérieur que tu vas avoir quelque chose. À l'inverse, moi, j'arrêterais de manger un peu plus de pain si je veux éviter le cadmium plutôt que de manger du chocolat. Ou de produits céréaliers plutôt que de m'enlever. Parce que pour ceux qui mangent du Choco Pops ou du Chocapic, il y a du cadmium aussi. Justement, dans les céréales de petit déjeuner des enfants, on peut se poser les questions parce que c'est double peine. T'as sucre, cadmium, céréales, cacao, allez. Ok. Et c'était le mot de la fin. Ouais. Alors, pour vous remercier, toujours, comme d'habitude, en commentaire, vous pouvez nous laisser les marques que vous aimeriez qu'on teste pour vous, parce qu'on aime bien manger de préférence des bonnes, s'il vous plaît, parce que voilà. Là, je vous avouerai que c'est compliqué. Donc ça, n'hésitez pas. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à télécharger notre application ScanNuts, qui est disponible sur Google Play et Apple Store. On arrive aujourd'hui à plus de 15 000 téléchargements depuis le lancement fin 2024, donc merci à vous. Vous pouvez voir certains chocolats qui sont testés dans l'application et demander aussi le test de produits qui n'y sont pas, puisque l'application permet aussi de faire ça. Et c'est grâce à vous qu'on complète notre base de données derrière, parce que c'est aussi un projet collaboratif. Donc plus vous scannerez, plus vous enverrez de demandes de produits, plus en fait ça complétera notre base de données. Donc un grand merci d'avance. Je vous dis à bientôt et je laisse le mot de la fin pour Ben. Merci les notes. Salut.